Voici l'intervention de Jacques Nikonov de la Dynamique populaire constituante, la DPC, réalisée à l'Université d'automne du Pardenne 2022 à La Rochelle, sur le thème « Souveraineté, constitution constituante, pourquoi et comment mettre en œuvre une démarche constituante ?» Jacques Nikonov, son intervention. Bien, alors il nous est demandé, à l'occasion de ce débat, de répondre aux questions suivantes qui ont été annoncées tout à l'heure. Pourquoi une démarche constituante? Comment une démarche constituante? Et des comités constituants, de quoi s'agit-il et comment procéder? Pour tenter de répondre à ces questions, je vais développer 3 idées. Première idée, choisir entre une constitution bourgeoise ou une constitution démocratique. La première chose à faire, ça paraît un peu évident, si nous voulons faire monter l'exigence d'un changement de régime politique dans notre pays et donc d'un changement de constitution, c'est d'expliquer ce qu'est une constitution. Ça a été dit, les gens ne savent pas, c'est abstrait, ça paraît compliqué, et donc il faut clarifier cette notion. Ou plus exactement, d'expliquer qu'il existe plusieurs définitions de ce qu'est une constitution et d'organiser le débat sur ces différentes définitions pour faire un choix. Car il n'existe pas de constitution neutre, entre guillemets, c'est-à-dire une constitution qui ne serait qu'un texte juridique pur, dénué de tout aspect politique, déconnecté des réalités sociales, environnementales, économiques, internationales, institutionnelles du moment. Pour aller à l'essentiel, il existe donc 2 grandes définitions de ce que peut être une constitution, renvoyant toutes les 2 à des conceptions opposées de ce que doit être, au moins différentes, mais opposées, de ce que doit être notre société. Première conception, donc, la constitution que j'appelle bourgeoise ou classique. La constitution, selon cette définition bourgeoise, doit se limiter à préciser les institutions de l'État et à organiser leurs relations, à détailler les modalités de la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif, le judiciaire. La constitution bourgeoise ne s'intéresse qu'au statut de l'État, à l'organisation des pouvoirs publics. Nous verrons d'ailleurs dans un instant que cette constitution, que cette conception bourgeoise de la Constitution tente toujours d'écarter le peuple de la participation à son élaboration. Elle n'est pas contre la souveraineté nationale d'ailleurs, mais elle ne veut surtout pas entendre parler de souveraineté populaire. La deuxième conception, la constitution que j'appelle démocratique ou moderne, la constitution, selon cette définition, a pour fil directeur, doit avoir pour fil directeur les principes et les droits naturels universels, individuels et collectifs des citoyens. Par exemple, le droit à l'éducation, aux soins, à la culture, à l'emploi, etc. Cette constitution est pour la souveraineté du peuple dans une nation souveraine. Les deux ne pouvons pas être disjoints. On peut affirmer que c'est autour de la Déclaration des droits de 1789, du préambule de 1946 et de la Charte de l'environnement de 2004, c'est-à-dire le bloc de constitutionnalité complet, bien plus d'ailleurs que sur le texte stricto sensu de la Constitution de 1958, que doit se refonder la société. La Constitution démocratique, sans faire l'impasse évidemment sur l'organisation des pouvoirs publics, fonde les libertés et les droits fondamentaux des individus pour les protéger de l'arbitraire de l'État en limitant son pouvoir.
D'ailleurs, depuis la Révolution, la lutte entre les conceptions, la conception bourgeoise et la conception démocratique n'a jamais cessé. En 1789, c'est sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que se cristallise l'opposition entre le côté gauche et le côté droit de l'Assemblée. Les membres du côté gauche se réclament des principes du droit naturel sur lesquels ils établissent la légitimité politique. Au côté droit, c'est le refus total et la mise en avant d'une autre légitimité fondée sur l'histoire, l'ancienneté, la tradition, celle de la royauté, de la monarchie. D'ailleurs, un des membres de cette partie, côté droit, César-Henri de la Luzerne, propose, je cite, qu'il ne soit pas mis de déclaration des droits dans la Constitution et qu'on y ajoute simplement un préambule simple et clair qui ne renferme que des maximes incontestables. Autrement dit, du blabla. En revanche, pour Robespierre, la déclaration ne peut pas être un recueil de maximes, évidemment. Elle possède et doit posséder une fonction normative. En d'autres termes, elle est un acte législatif. Elle doit être la loi, c'est-à-dire qu'elle doit être action, et non simplement de l'encre étalée sur du papier. Aujourd'hui, lorsqu'on lit d'ailleurs certains textes du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation ou du Conseil d'État pour récuser le caractère opposable des droits sociaux mentionnés dans la Déclaration de 1789 ou dans le préambule de 1946, on a l'impression d'être projeté 2 siècles en arrière. Les mêmes arguments sont présentés en défense de la propriété privée, c'est-à-dire en défense des intérêts de la classe dominante menacée par des droits sociaux opposés. Nous avons donc un beau travail politique et d'éducation populaire à fournir pour démystifier la notion de constitution, pour lui enlever son caractère juridique et austère, la réservant à des spécialistes, ce qui fait peur à des tas de gens. Par exemple, aujourd'hui, des luttes sociales se développent pour l'augmentation des salaires. Eh bien, ces questions doivent se retrouver dans le débat constitutionnel, ce qui n'est pas du tout le cas. Personne ne fait le lien entre ces revendications, ces luttes sociales et la Constitution. La Constitution, en effet, devrait inclure les modalités générales du plafonnement de la richesse individuelle, du partage de la valeur ajoutée, inclure également, pour ne prendre que cet exemple, l'indexation des salaires et des revenus transferts sur les prix, etc., etc. Deuxième idée, une dynamique populaire constituante pour que la nouvelle Constitution émane véritablement du peuple. Jamais dans l'histoire de France, le peuple en tant que tel n'a joué un rôle dans la rédaction des constitutions. Jamais. Toujours, celles-ci ont été rédigées par des experts, des spécialistes, des juristes. Le peuple, parfois, ne participe qu'au processus de ratification lors d'un référendum auquel d'ailleurs on ne peut répondre que par oui ou par non sur un texte complet, pas de texte à fenêtre. Le pouvoir constituant du peuple n'est qu'une fiction jusqu'à présent. L'installation d'une assemblée constituante ne garantit pas la participation du peuple à la rédaction de la Constitution. D'ailleurs, toutes les assemblées constituantes jusqu'à présent ont écarté le peuple de la participation lui-même à la rédaction. Par ailleurs, en France, les constitutions jusqu'à présent
Ce n'est pas une loi, mais jusqu'à présent, les constitutions ne surgissent jamais à froid. Elles sont toujours le résultat d'un combat politique, souvent de crise et de révolution dont elles sont l'aboutissement. Toutes les constitutions se sont inscrites dans le contexte politique, social, idéologique, institutionnel, international du moment. La Première République en 1792, c'est la mise en place d'une monarchie constitutionnelle, puis la proclamation de la République, un changement radical de régime politique. La Deuxième République en 1848, elle est issue directement de la Révolution de 48. C'est la discussion, d'ailleurs, sur la déclaration des droits qui va déchaîner les passions, essentiellement le droit au travail. En référence à l'article 21 de la Constitution jacobine de 1793, les républicains et les socialistes de l'époque veulent que la Constitution, à juste titre, veulent que la Constitution intègre ces principes. Ce qui sera fait d'ailleurs, d'une certaine manière, dans le préambule de 46. Adolphe Thiers, le massacreur de la Commune, s'y oppose au motif qu'il serait dangereux de promettre que l'on pourra toujours offrir du travail. Il considère que cela démobilisera l'effort d'épargne des salariés. De son côté, Tocqueville y voit l'introduction du communisme en France, qui pour lui est une nouvelle forme de service. La Troisième République en 1870, c'est dans le prolongement de la Commune de Paris. La Quatrième République de 1946, elle réorganise la société française selon le nouveau rapport de force issu de la résistance après la Seconde Guerre mondiale et le régime de Vichy. Et la Cinquième République en 1958 découle de la guerre d'Algérie et des changements du rapport des forces liés à la guerre froide. Alors, la Sixième République, est-ce qu'elle va découler d'une dynamique populaire constituante que nous appelons de nos voeux? Dans le contexte politique actuel, l'enjeu est de savoir comment traduire en actes dans la nouvelle Constitution les principes issus de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du préambule de la Constitution de 1946 et de la Charte de l'environnement de 2004. Comment rendre réels par la Constitution des droits qui ne sont aujourd'hui que de l'encre sur du papier. Dressons rapidement, et je terminerai là-dessus, un petit inventaire. Dans la Déclaration des droits, l'article 1er indique « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Formidable. Mais quelles dispositions concrètes à mettre en œuvre dans la Constitution pour que ces beaux principes deviennent une réalité? Article 6, tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation, la loi. Idem. Passons au préambule de la Constitution de 1946. Le point 3, la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. Magnifique. Mais quelles dispositions concrètes à mettre dans la Constitution pour que ces beaux principes deviennent une réalité? Point 5, chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Même chose. Comment ça se passe concrètement? La Charte de l'environnement de 2004, article 1er, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé. C'est formidable. Mais que mettons dans la Constitution pour en faire une réalité palpable? Je termine par l'article 34 de la Constitution, pour ne prendre que cet article, on pourrait en prendre évidemment bien d'autres. Cet article précise en effet que la loi fixe des règles concernant toute une série de sujets, et notamment la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias.
eh bien, quelle disposition? On voit que la réalité est en contradiction totale avec la Constitution, l'article 34. Les médias, il n'y a pas de pluralisme et d'indépendance des médias. Donc, il y a bien un problème quelque part. Et par conséquent, dans la nouvelle Constitution, comment faire pour qu'on précise sur un article aussi fondamental les quelques éléments structurants, essentiels, qui vont permettre de créer des obligations pour l'État de réaliser ce droit. Et donc, pour chacun de ces sujets, de manière brève, mais suffisamment opérationnelle, la nouvelle Constitution devra indiquer des moyens contraignants qui seront imposés à l'État pour réaliser ces objectifs. C'est le débat dans le cadre de ce que nous appelons la dynamique populaire constituante, c'est un processus, tout ce qu'on veut, dans les comités locaux constituants, qui permettra de définir ces moyens. Troisième et dernière idée, des comités locaux constituants avec une assemblée nationale constituante d'initiatives populaires pour déclencher et animer cette dynamique. Quelques idées peuvent être mises en débat pour tenter de préciser le but, l'activité, les débouchés et la mise en place de ces comités locaux constituants. Alors, commençons par le but de ces comités locaux constituants. Leur but ultime de ces comités locaux constituants devrait être de mobiliser la population pour changer le régime politique grâce à une nouvelle constitution, en restaurant la souveraineté du peuple dans la souveraineté de la nation. Trois grands buts en découlent, naturellement. Premier but, matérialiser le pouvoir constituant du peuple pour la première fois dans l'histoire de France. C'est en effet le peuple et lui seul, c'est au peuple et à lui seul de débattre et de se donner les moyens de mettre au jour les points clés d'une nouvelle constitution. C'est ensuite, et seulement ensuite, le rôle d'une assemblée constituante de la rédiger dans les règles de l'art, avec évidemment des juristes, pas de nier la réalité technique de l'affaire. Et enfin, ce sera au peuple de l'approuver par référendum, pas forcément d'ailleurs sur un texte unique. Et ce sera donc enfin, oui, au peuple de l'adopter. L'expérience de 1789, comme l'analyse l'universitaire Yannick Bosch, est précieuse à cet égard. Voilà ce que dit cet universitaire. La notion de constitution est centrale pendant la Révolution française. Celle-ci est un vaste moment constituant, on pourrait dire un processus constituant, on pourrait dire une dynamique constituante, au cours duquel s'affrontent différentes manières de concevoir la société. Le processus constituant est lui-même la Révolution française. C'est la Révolution. Ce processus fabrique le peuple et le peuple le fabrique dans une relation dialectique. Ce peuple qui se construit aura conscience de former un peuple politique, c'est-à-dire d'être le souverain. C'est en effet à travers les luttes qu'il mène que le mouvement populaire se constitue en peuple, au sens politique du terme. Telle est l'alchimie que nous espérons voir naître de la dynamique populaire constituante. Ce sera la création d'un mouvement citoyen. Il offrira un débouché politique aux luttes sociales, celle des Gilets jaunes, dont beaucoup parmi eux ont compris que le cœur du sujet était celui du régime politique et de la Constitution sur laquelle il repose. D'ailleurs, certains se qualifient eux-mêmes, ça a été cité tout à l'heure, de constituants, des tas de groupes constituants désormais. Les luttes syndicales trouveront également le débouché politique qui leur manque. Le peuple, pour la première fois depuis des décennies,
sera à l'offensive. Deuxième but possible, reconstruire le caractère politique de la société. N'oublions jamais que la destruction du caractère politique des sociétés est le projet de la mondialisation néolibérale. Qu'est-ce qu'on appelle une société politique? C'est une société qui dispose de sa pleine, entière, totale, permanente autonomie institutionnelle. Autrement dit, c'est une société qui, de manière consciente et politique, s'auto-institue, qui peut déclencher des référendums à tout moment pour modifier les institutions. Les pesanteurs de la tradition et le dogmatisme des religions ne forment plus la superstructure dans laquelle toutes les activités humaines devront se fondre. Bien sûr, il existe toujours des traditions, du folklore, des spécificités locales. Bien entendu, il existe toujours des religions qui permettent aux croyants d'être libres et protégés, quelle que soit leur religion, grâce à la laïcité. Il faut poser le problème aussi en ces termes. Toutefois, aucune de ces traditions et religions n'a de rôle et ne doit en avoir dans le libre débat des citoyens sur le choix concernant la meilleure forme que doivent prendre les institutions ici-bas. Une société qui a perdu son autonomie institutionnelle n'est plus capable de concevoir ses institutions comme des choix ouverts, libres, publics, réversibles. Elle n'est plus donc une société politique. C'est ce qu'est en train de devenir la France, principalement du fait de l'Union européenne. Et qui dit société politique dit démocratie. Pour y parvenir, le renforcement des classes les plus nombreuses qui dépendent pour leur existence de leur seule force de travail doit être opéré par les institutions et non par la guerre civile. C'est comme les révolutions précédentes. C'est pourquoi le pouvoir institutionnel doit être confié au plus grand nombre, ou plus exactement, le plus grand nombre doit arracher le pouvoir afin de l'exercer dans son intérêt. Qui mieux que le peuple peut définir son propre intérêt? La démocratie, c'est donc la présence du peuple, la communauté des citoyens, au sommet et dans les institutions. Pourquoi? Pour établir des dispositifs institutionnels qui renforcent les personnes les plus nombreuses, mais les moins puissantes socialement, en reprenant l'État en main. Troisième but de ces comités locaux constituants, démondialiser pour restaurer la souveraineté nationale. La stratégie, et André en a parlé tout à l'heure, nous sommes en relation idéologique très étroite, la stratégie politique de la mondialisation néolibérale repose sur 4 piliers qui doivent être rendus inconstitutionnels. Premier pilier, la guerre idéologique. Pour assurer la pérennité du système, une guerre idéologique permanente est menée grâce au contrôle par les classes dominantes des grands médias planétaires pour inoculer le virus néolibéral dans les esprits. La nouvelle constitution devra donc assurer la liberté des médias. C'est impératif. Deuxième pilier de la mondialisation néolibérale, le libre-échange. Il ne met pas simplement des produits en concurrence, mais des systèmes sociaux rendant à terme la situation absolument intenable dans les pays qui ont concédé, comme la France, des acquis sociaux substantiels juste après la Seconde Guerre mondiale. Le libre-échange devra donc être rendu inconstitutionnel. Ça va faire bondir un certain nombre de gens, ça va mettre du débat, espérons-le. Troisième pilier, la libéralisation financière. C'est le libre-échange appliqué à l'argent, permettre aux flux financiers et monétaires de spéculer massivement et immédiatement à l'échelle du globe sans restriction. L'encadrement des marchés financiers devra être constitutionnalisé. Quatrième et dernier pilier,
les traités internationaux et institutions multilatérales démocraticides. Ces traités et les institutions qu'ils portent deviennent des instances supranationales, privant progressivement les États d'une partie de leur souveraineté. Ils sont les gardiens de l'ordre néolibéral mondial, tenant ce dernier hors de portée de toute pression démocratique. L'Union européenne, à cet égard, est le chef-d'œuvre de la mondialisation néolibérale, puisqu'elle est parvenue à un résultat spectaculaire unique au monde, privé des États de la maîtrise de leur monnaie. L'ensemble de ces agencements de la mondialisation néolibérale vise à permettre l'activité la plus libre possible pour les firmes multinationales, particulièrement américaines, qu'elles soient industrielles, de services ou financières. Celles-ci, possédées par les classes dominantes, sont le vecteur fondamental de la captation du profit et du pouvoir. La Constitution, la nouvelle Constitution, devra donc préciser les normes fondamentales autorisant les gouvernements à signer les traités internationaux qui devront être systématiquement ratifiés par référendum. Deuxième point, quelle activité pour les futurs comités locaux constituants qui n'existent pas encore? Comme l'écrit l'historien Alphonse Hollard, la Révolution française consiste dans la Déclaration des droits rédigée en 1789 et complétée en 1793, et dans les tentatives faites pour réaliser cette déclaration, la contre-révolution, ce sont les tentatives faites pour détourner les Français de se conduire d'après les principes de la Déclaration des droits. La situation est aujourd'hui la même. La nouvelle révolution à mener, ce que nous appelons la dynamique populaire constituante, que nous appelons de nos voeux, sera celle de la mise en œuvre concrète des droits énumérés dans ces trois documents de 1789, 1946, 2004, ou ne sera pas. Premier type d'activité possible des comités locaux constituants, mettre au centre de la réflexion et de l'activité de ces comités la définition constitutionnelle pratique. C'est-à-dire, là, on ne fait pas simplement du droit, on essaie de résoudre des problèmes sociaux. Donc, la définition constitutionnelle pratique qui permettra la réalisation des droits naturels universels. Tous ces droits doivent désormais devenir opposables, c'est-à-dire l'obligation faite à l'État de concrétiser dans la réalité tous ces droits. Les participants à ces comités débattraient de la nouvelle France qu'ils veulent, de la nouvelle constitution à élaborer, de la manière de réaliser concrètement les droits humains naturels et universels dans tous les domaines, emploi, environnement, soins de santé, salaire, alimentation, logement, culture, etc. Débattre, bien sûr, mais aussi entraîner la population à l'action. Et donc, deuxième type d'activité pour ces comités, organiser des conférences-débats largement ouvertes au public sur l'élaboration de propositions constitutionnelles sur les grandes questions stratégiques. Le débat public, et on a d'ailleurs des expériences concrètes à ce propos, sous peine de se diluer, aurait tort de partir dans tous les sens, ou même, comme le font certains, de commencer comme les académiciens, de commencer par l'article 1, comme le font les académiciens avec la lettre A, pour définir tous les mots, etc. Bon, il faut établir une hiérarchie des sujets à traiter en commençant par l'objectif central qui conditionne tous les autres, qui est de rétablir la souveraineté du peuple dans la souveraineté de la nation, pour mettre en œuvre, d'ailleurs, qui est la condition, pour mettre en œuvre les droits naturels universels. Troisième type d'activité,
auditionner publiquement toutes les personnalités et groupes qui le souhaitent et qui ont des choses à dire sur la nouvelle constitution, le processus constituant, l'Assemblée constituante, etc., permettant de faire advenir cette stratégie. Personne ne détient la vérité en la matière, il n'y a pas de vérité. Différents choix sont proposés par des personnalités et organisations. Tous devraient se parler pour tenter d'agir ensemble, sans hégémonie de quiconque, en respectant l'originalité de chaque composant. Quatrième type d'activité, être dans l'action. Participer et même susciter des initiatives locales qui transforment sans attendre la société et les relations entre les citoyens. C'est important cet aspect parce qu'on voit un certain nombre de gens qui s'adonnent à ce qu'on peut appeler le localisme. Le localisme, c'est à la fois la volonté, le désir de changer de régime, de changer les relations humaines, de changer la production, l'environnement, etc. Et donc, on crée des choses localement, mais on se replie. Et on ne fait pas l'articulation avec la situation nationale qui conditionne d'ailleurs, in fine, la réussite de ces initiatives locales. Contribuer aux luttes sociales à l'échelle locale et nationale sur des revendications comme l'emploi, l'environnement, les salaires, les services publics, les libertés. Le processus constituant ne commence pas au moment de l'élection d'une assemblée constituante, mais bien en amont, par le débat qui politise et qui fabrique le peuple. Cinquième activité possible, articuler l'activité des comités locaux constituants avec celle des comités départementaux et régionaux constituants et avec l'Assemblée nationale constituante d'initiative populaire, dont je dirai un mot dans un instant. Et sixièmement, publier des tracts, des vidéos, des articles. Bon. Troisièmement, les débouchés des comités locaux constituants. Je vois 4 débouchés possibles. Je les cite. Évidemment, ça devrait donner lieu à des débats très approfondis, mais juste les lignes directrices. Premier débouché, installer immédiatement une coordination nationale des comités locaux constituants. Ça n'existe pas encore, mais ça existera, ces comités, si on crée cette coordination. C'est-à-dire, on coordonne quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui permettra de créer les comités. Le but serait l'organisation des comités locaux constituants dans tous les départements, et cette coordination pourrait être composée de 2 représentants par organisation participant au projet. Ces comités seraient fédérés à l'échelle départementale pour faire la synthèse des propositions constitutionnelles issues du débat public et ensuite au niveau régional. Deuxième débouché, viser à terme la mise en place d'une Assemblée nationale constituante d'initiative populaire. Jusqu'à présent, les constituants étaient composés, c'était l'Assemblée nationale, qui était à la fois législative et constituante. Mais c'est pas le peuple, c'est pas le peuple. Là, c'est le peuple directement, par l'action militante, qui crée une structure, peut-être de double pouvoir, dans un processus révolutionnaire, mais ça émane du peuple. Alors, elle serait l'Assemblée constituante. Et elle pourrait avoir, évidemment, des débouchés institutionnels peu prévisibles aujourd'hui. Mais si un rapport de force existe, il se passera quelque chose sur le plan institutionnel. Cette Assemblée constituante serait d'initiative populaire comme aboutissement du maillage du territoire national par des centaines de comités locaux constituants. Elle serait la fédération des assemblées régionales constituantes qui en désignerait leurs membres. Elle ferait la synthèse de la synthèse des propositions constitutionnelles venant des comités et des départements et des régions. Une fois rédigé, le projet de constitution serait soumis au débat public. Il servirait à faire les ajustements nécessaires et la dernière étape serait évidemment la tenue d'un référendum pour ratifier la nouvelle constitution, à condition de prendre le pouvoir. Parce qu'il n'y aura pas de référendum si les autorités publiques ne le décident pas. Et on ne pourra pas faire de référendum sauvage.
pourrait prendre des initiatives avec des urnes ici ou là, bien sûr, mais il faut que ça passe par un moment institutionnel. Donc, c'est la prise du pouvoir. Donc, il y a un deuxième sujet qui est la lutte pour la prise du pouvoir parallèlement à cette bataille de dynamique populaire. L'histoire, notamment en France, mais on vient aussi de le voir au Chili, montre combien le mode de désignation et par conséquent la composition d'une assemblée constituante va déterminer le contenu d'une constitution. Et donc, il est frappant de constater combien, lors des processus successifs d'élaboration des constitutions, le peuple a toujours été écarté. Nous mettrons un terme à cette tradition, entre guillemets, grâce à la création de l'Assemblée nationale constituante d'initiative populaire qui dépend de nous. Elle ne dépend pas des institutions, elle dépend de notre activité. Quatrième débouché, c'est désigner un candidat constituant, présenter éventuellement, troisième débouché, présenter éventuellement des candidats constituants aux élections législatives de 2027. La question se pose, il n'y a pas besoin de trancher aujourd'hui, mais la question se pose et doit être débattue. Ça peut être un accélérateur politique pour avancer dans cette direction. Si c'est le cas, ces candidats constituants, alors là, ça pourrait nous amener vers une assemblée législative constituante. On voit bien la filiation. Ils seraient désignés par les comités locaux constituants dans chaque circonscription. Évidemment, ça paraît logique. Quatrième modalité de débouché possible, désigner un candidat constituant à l'élection présidentielle de 2027 ou appeler au boycott de l'élection, comme nous l'avons fait certains ici à la dernière présidentielle. Là aussi, les questions se posent. Et ce candidat éventuel pourrait être désigné par l'Assemblée nationale constituante d'initiative populaire. Ça paraît cohérent, logique. Et, ou une campagne active d'abstention de blanc et de nul aux 2 tours de l'élection présidentielle. Je termine avec la mise en place des comités locaux constituants. Comment faire? Comment aussi? Les initiatives suivantes pourraient être prises. Identifier les groupes et organisations intéressées par le projet. Adopter un texte court qui précise les grandes orientations du projet et la manière de faire. Mettre immédiatement en place la coordination nationale des comités locaux constituants. Faire l'inventaire des forces militantes de ces organisations dans tous les départements. Organiser les premiers comités locaux constituants, il suffit d'être 2 dans sa rue, son quartier, son village, sa ville, pour démarrer, s'appuyer en priorité sur les abstentionnistes, les votes blancs et nuls, qui peuvent devenir la nouvelle force propulsive politique. On ne va pas rejeter les électeurs des partis, les sympathisants des partis politiques, on ne va pas les rejeter, bien entendu, il faut rassembler. Mais la force propulsive ne viendra pas de chez eux. Elle peut venir, si c'est un travail énorme, elle peut venir de cette force politique latente que forme une partie des abstentionnistes, des votes blancs et des votes. Je termine cet exposé en m'adressant aux représentants des organisations présents à cette tribune virtuelle, André, Jean-Michel qui va parler, puis Serge, donc je m'adresse à vous pour vous dire la chose suivante. Discutons entre nous de la mise en place de cette coordination nationale des comités locaux constituants. Parlons-en. Montrons l'exemple de l'unité et de l'efficacité en mettant un terme à cette situation absurde où de nombreux groupes constituants restent chacun dans leur coin, je ne dirais pas en faisant leur petite soupe dans leur petit coin, mais en croyant détenir seuls la vérité. Réunissons-nous, discutons et avançons.